Ensuite, nous allons projeter voilà, je pense que vous avez à l'écran, hop, ça c'est le 2. On va d'abord s'attarder sur le 1. Et regarder ce qui nous est proposé dans ce premier exercice, quelle est la situation qui nous est proposée, et essayer de réfléchir et de répondre aux deux questions qui nous sont posées, en regardant évidemment ce que vous savez de ces contrats numériques et des spécificités liées aux contrats numériques au regard de ces situations. Alors on commence par ce premier exercice. Donc une jeune femme, France, qui a une morphologie particulière, elle est toute petite a priori, elle a du mal à se vêtir. Sur les conseils d'une amie, elle se connecte à un site internet qui s'appelle minifem.com et elle fait l'acquisition, l'achat de divers produits. Donc elle clique une première fois pour valider son panier et ensuite elle voit s'afficher un message qui récapitule sa commande et qui ajoute une seconde paire de chaussures à ce qu'elle avait déjà commandé, qui la remercie et elle est automatiquement déconnectée et elle reçoit un courrier, un mail lui confirmant sa commande avec donc cette erreur ici, puisqu'une deuxième paire de chaussures a été ajoutée à la commande initiale alors qu'elle ne l'avait pas a priori sélectionnée. Donc la première question qui nous est posée ici, c'est concernant la procédure qui là est une procédure spécifique et qui est dévolue aux achats sur Internet. Avez-vous, en lisant, si vous l'avez lu, votre cours, et au regard de ce cas pratique, décelé une anomalie ou un problème dans la procédure qui va aller de la sélection des articles jusqu'à la validation de la commande et donc qui va conclure le contrat ici entre le site et le consommateur? Est-ce que quelqu'un a repéré dans la procédure un problème? Alors, ces coordonnées bancaires, non, a priori, il n'y a pas trop de soucis. Je pense qu'on ne nous parle pas du paiement, donc le problème ne se pose pas là. D'autres idées peut-être? Non. Alors, très spécifiquement, sur les achats sur Internet, le législateur est intervenu, et ce au titre des articles 1127 et suivants du Code civil, a imposé une procédure qui obligatoirement passe par deux étapes d'acceptation de la commande. Une première étape où effectivement le consommateur va valider sa commande une première fois. Ici, la première étape, elle constitue dans la validation du panier qu'a faite France, la jeune femme, la consommatrice, et la législation, les articles donc 1127 et suivant du Code civil, et plus spécifiquement le 1127-2 du Code civil, imposent l'obligation au site internet de mettre un système de deuxième validation de la commande avec la possibilité éventuellement de la rectifier entre les deux clics. Donc il y a ce fameux système du double clic qui est obligatoire. Donc un premier clic où vous validez votre panier et un deuxième clic où effectivement vous allez confirmer une deuxième fois votre commande avec la possibilité éventuellement de la rectifier. Et ici,
au niveau de ce deuxième clic a priori, la procédure n'a pas été respectée. Puisqu'on voit qu'il n'y a pas eu de deuxième clic, la possibilité pour le consommateur de faire une deuxième confirmation avec éventuellement possibilité, encore une fois, de modifier sa commande s'il y avait une erreur ou s'il avait tout simplement plus envie d'un produit. Hein. Et donc, c'est ici le défaut du deuxième clic qui apparaît comme préjudiciable au consommateur puisqu'il n'a pas eu l'occasion de confirmer et de pouvoir modifier la commande qu'il avait préalablement confirmée. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le process, des dispositions légales imposent aux vendeurs sur Internet de proposer ou d'avoir une procédure de double acceptation de la commande par le consommateur. Première acceptation avec une deuxième confirmation ici de la commande. Voilà la problématique ici du site internet, en sachant qu'il y a aussi une obligation de recevoir par mail un récapitulatif de la commande. Ici, apparemment, cette obligation a été satisfaite puisque France a reçu un mail confirmant la commande. Alors, France ne veut plus des paires de la seconde paire de baskets. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Alors, on peut aller sur deux terrains différents. D'accord? Deux terrains différents. Allez, on va même dire trois terrains, puisque vous empruntez cette voie-là, Lucie, celle de contacter le site internet. A priori, ça serait peut-être la première démarche que l'on aurait. D'accord? C'est une démarche plutôt amiable qui irait dans le sens où on contacterait le site internet, on lui ferait part du désagrément qu'on a subi et éventuellement on trouverait un arrangement avec le site internet. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des achats sur internet, mais dès que vous avez un souci, c'est quand même relativement compliqué d'avoir des réponses à des mails que vous pourriez envoyer. Par expérience, dernièrement, je connais quelqu'un qui a fait un achat, une vente, pardon. Cette fois-ci, elle était le vendeur via une plateforme style vintage ou des choses comme ça. Hein. Le produit a été envoyé, le paiement n'a jamais été reçu et le site internet n'a jamais répondu aux différents mails qu'on a pu envoyer. D'accord ? Alors malheureusement, ça arrive relativement souvent et les sites internet s'appuient sur le principe de dire voilà, le montant est relativement faible, donc la personne qui a été malheureusement lésée ne va pas forcément aller beaucoup plus loin dans ses démarches et va au bout d'un moment se fatiguer et puis laisser tomber. Mais ça pourrait être une première solution, celle de contacter et d'essayer de trouver un arrangement avec le site internet. Imaginons que cette solution ne fonctionne pas. Quelle autre solution vous avez? Réfléchissez plutôt, ici on est en droit, d'accord? Ayez plutôt une démarche de juriste. Délai de rétractation, pas mal. Premier point, ok. Elle a 14 jours pour se rétracter. Très bien. Engager la responsabilité contractuelle du site. On peut en rediscuter. Allez, on va aller sur ces deux plans. D'abord, sur le délai de rétractation. Alors, il faut d'abord circonscrire ce délai de rétractation. Il n'est pas valable dans tous les cas. D'abord, il n'est valable que pour les achats sur Internet. Enfin, en fait, plus largement, il n'est valable que pour les achats à distance. Alors, aujourd'hui, les achats à distance, ça se résume bien souvent par les achats sur Internet, puisqu'aujourd'hui, les ventes au téléphone sont de plus en plus rares. D'accord ? Encore plus les ventes via Minitel ou autre. Enfin bon. En tout cas, les ventes qui se font à distance, et donc là, les contrats qui ont été conclus par Internet sont couverts d'abord par ce principe, ces dispositions de l'article L221.18 du Code du commerce, qui sont relatives au délai de rétractation qui est dû au consommateur. C'est la première chose. Il n'est valable que pour les ventes sur Internet. Deuxième chose, il n'est pas valable pour toutes les ventes. Il n'est valable que pour un certain type de vente.
Alors bon, les vêtements ou les chaussures ici font partie, d'accord, mais malgré tout, on doit exclure du champ d'application du délai de rétractation un certain nombre de produits ou de services qui malheureusement ne rentrent pas dans le champ. Je pense par exemple aux CD ou aux supports numériques qui sont vendus sous blister et qui auraient été déballés par le consommateur. À partir de là, on imagine que vous avez pu copier ou profiter du CD et qu'il n'est pas possible de le renvoyer au site internet. Première chose. On peut aussi exclure du champ d'application de l'article 221-18 du Code de la consommation les articles que l'on peut consommer dans les 14 jours ou les services que l'on peut consommer dans les 14 jours. Imaginez-vous que vous achetez un ticket de cinéma pour aller, qui est valable après-demain, par exemple, et que 4 jours après, vous demandez à être remboursé sous couvert du délai de rétractation. Ça n'est pas possible. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses, malgré tout. Je pense notamment aux produits de beauté qui auraient été ouverts. D'accord ? Je pense notamment à un certain nombre de vêtements qui auraient été portés. D'accord ? Donc voilà, tous ces services-là, ou tous ces marchandises-là, de façon très logique, hein, ne rentrent pas dans le cadre du délai de rétractation. Ici, une paire de baskets, à partir du moment où elle n'a pas été portée, rentre tout à fait dans le cadre. Donc, un, effectivement, ça concerne bien une vente à distance. Deux, ça concerne bien un produit qui est concerné. Maintenant, le délai de rétractation, à votre avis, il commence à partir de quand? À partir de quand on commence à compter ce délai de rétractation? Vous avez plusieurs possibilités. Est-ce qu'il est commandé, est-ce qu'il commence à partir de la commande ou à partir de la réception? Donc effectivement, il commence à partir de la réception de la marchandise. D'accord? Donc c'est la chose que vous devez retenir, avoir en tête. Le délai de rétractation commence à partir de la réception de la marchandise. On peut même aller un peu plus loin. Si une marchandise est livrée en plusieurs fois, il commence à partir de la dernière livraison qui a été effectuée. Il faut savoir aussi que si la fin du délai de rétractation tombe un dimanche, il est reporté jusqu'au lundi suivant. Ou encore, si ça tombe un jour férié, la fin du délai de rétractation tombe un jour férié, il sera reporté le jour suivant. Les samedis et dimanches comptant. Alors, ce sont des jours calendaires. Ça, c'est fait. Ensuite, concernant ce délai de rétractation, est-il possible pour le vendeur de vous rembourser dans les conditions qu'il lui impose ou éventuellement de vous proposer non pas un remboursement mais un avoir, à votre avis? Est-ce qu'il y a un encadrement par rapport à ça ou est-ce que c'est d'appréciation libre pour les vendeurs? Alors effectivement, Lucie, c'est encadré, personne ne choisit. Hein, alors, personne ne choisit, mais on peut, si tout le monde est d'accord, déroger au principe. Le principe, c'est que vous devez être remboursé dans les mêmes conditions que vous avez payé. C'est-à-dire que si vous avez payé par carte bleue, on va recréditer votre carte bleue. Si vous avez payé par chèque, on va vous renvoyer un chèque. Ça, c'est le principe. Maintenant, rien n'interdit. Si, Rosie, je réponds tout de suite à votre question. Les soldes n'échappent pas au délai de rétractation. Même si vous avez acheté un produit qui était soldé, il n'échappe pas au délai de rétractation. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, si vous avez donc réglé par carte bleue, vous serez remboursé sur votre carte bleue. Si vous avez réglé par chèque, vous serez payé par chèque. Toutefois, le propriétaire du site ou le vendeur peut vous proposer un autre mode de règlement, si ça l'arrange ou si pour lui c'est plus facile. Si vous l'acceptez, pas de souci. Si vous ne l'acceptez pas, on appliquera les règles classiques, les règles imposées. Par contre, vous n'avez pas, sauf si lui, encore une fois, il accepte, mais il n'a pas forcément l'obligation d'accepter, vous ne pouvez pas lui demander d'être remboursé différemment que la façon dont vous avez payé, sauf encore une fois s'il accepte, si les deux parties sont d'accord. Il faut savoir que le remboursement se fait sur l'intégralité des frais engagés, c'est-à-dire que si vous avez payé des frais de livraison, ils vous seront aussi remboursés, et que par contre, le retour est à votre charge. Alors certains sites qui appliquent ce délai de livraison, en plus, vous offrent le retour, vous offrent les frais pour retourner le produit.
Bah, pas de souci, ils le font, tant mieux pour eux. Enfin, tant mieux pour eux, tant mieux aussi pour le consommateur. Mais en tout cas, ils ne sont pas obligés. Le remboursement doit s'effectuer sous les 10 jours après réception du produit. Au-delà de ces 10 jours, le vendeur encourt des sanctions de majoration de la somme qui sera récupérée. Le vendeur, lui doit aussi, sur son site internet, expliquer la procédure de mise en œuvre du délai de rétractation, c'est-à-dire que vous devez avoir dans un coin du site internet, voilà, si le produit ne me plaît pas, ou si je veux bénéficier de mon délai de rétractation, comment je fais? Et vous expliquez la procédure, vous envoyez un mail, vous déposez un formulaire sur le site, enfin, dans tous les cas, il doit avoir prévu la procédure et il doit avoir prévu d'expliquer, bien sûr, au consommateur la procédure. Voilà ce que l'on pouvait dire globalement sur le délai. N'oubliez pas ces petites restrictions. Ce délai n'est applicable qu'aux ventes sur Internet et n'est applicable que sur certains produits. Y a-t-il des questions sur ce délai de rétractation? Alors, maintenant, quelqu'un me proposait d'engager la responsabilité contractuelle du vendeur. Alors, à mon avis, la piste n'est pas bonne, mais elle est très intéressante pour moi, pour arriver à vous amener jusqu'à votre réflexion qui vous permettra de dire que on ne peut pas engager la responsabilité du vendeur. Pourquoi? Le contrat a-t-il été formé? Puisque le contrat demande le double clic et qu'il n'y a pas eu le double clic, le contrat, pour moi, n'a pas été formé. À partir de là, difficile d'engager la responsabilité contractuelle alors que le contrat n'existe pas. C'est plutôt sur le point de vue, dans le sens, en utilisant la piste du contrat qui n'existe pas, que l'on va pouvoir demander à renvoyer les paires de baskets. Alors à ce moment-là, il faudra renvoyer, bien sûr, les 2 paires de baskets. Donc n'oubliez pas de vous dire, quand vous pensez à la responsabilité contractuelle et à la faute contractuelle, c'est un très bon réflexe, c'est un très bon réflexe, mais amenez ce réflexe avec une réflexion de dire est-ce que le contrat existe et encore plus, est-ce qu'il est valable? Parce que je vous rappelle qu'un contrat qui n'est pas valable est censé n'avoir jamais existé. Donc ici, c'est plutôt dans le sens de l'inexistence du contrat de vente que moi j'aurais axé ma réflexion, avec donc cette troisième possibilité éventuellement pour France, c'est-à-dire de faire valoir que le contrat n'existant pas, elle doit être remboursée et elle-même, elle renverra les 2 paires de baskets. Voilà concernant ce premier exercice. Alors, concernant le deuxième, allons-y. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a quelqu'un qui est fan de Game of Thrones et qui décide d'acheter sur un site internet un livre qui, a priori, dans sa description, est un livre neuf, d'accord, vendu sous blister. Donc c'est le plastique là qui protège le livre, hein, d'accord, l'emballage. Il reçoit le livre, à la réception du livre, il s'aperçoit que effectivement le livre n'est pas du tout neuf, d'accord, qu'en plus certaines pages sont très mal imprimées, qu'il manque des photos, etc. A priori, il n'est pas du tout content du produit qu'il a reçu. La problématique ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'on est en face d'un contrat international puisqu'il engage le vendeur espagnol et un vendeur français. Alors, les 2 premières questions ici, moi je trouve qu'elles sont un peu hors programme, puisque je ne sais pas si il est utile pour vous de connaître les règles de compétences internationales. Bon, on va bien sûr regarder tout ça, hein, mais je vous dis, bon, je pense que là, on a peut-être été on a visé un peu trop. Bon,
C'est pas très compliqué, hein. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. D'abord, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un petit point sur les règles de compétences territoriales en droit interne, c'est-à-dire en France. Et sur la règle d'abord de droit commun, la règle qui régit globalement, quand il n'y a pas de règle spécifique, la règle qui régit les rapports de deux contractants qui se situent en France, donc sans élément d'extranéité, sans éléments qui permettent de dire voilà, je suis en face d'un contrat international. Je suis en face d'un contrat international, ce qui n'est pas le cas quand, je ne sais pas, moi je suis acheteur à Lille et il y a un vendeur qui se situe à Paris. D'abord, il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que, a priori, dans les contrats commerciaux, il existe toujours une clause attributive de compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours prévu, alors ici ça peut être très bien dans les conditions générales que le vendeur impose et que donc l'acheteur a accepté. Hein, vous savez que vous acceptez les conditions générales de vente par une petite croix et puis vous cliquez que vous acceptez. Généralement, vous ne les lisez jamais. Il est tout à fait possible que l'une des deux parties, alors en général c'est le vendeur, hein, ait prévu qu'en cas de litige, il y ait un tribunal territorialement compétent. Ça veut dire qu'il y a un tribunal, imaginons parisien, qui soit uniquement compétent en cas de litige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à Lille et que mon co-contractant est à Paris et que je souhaite porter un litige devant le tribunal, je serai obligé de saisir un tribunal situé à Paris puisque c'est dans le contrat. Dans le contrat, il y a une clause en disant que tous les litiges qui pourraient naître entre les parties ne peuvent être portés qu'à la connaissance du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire ou d'un tribunal du ressort de la ville de Paris. C'est très 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 souvent prévu. Ça, c'est une première chose. On verra que ces clauses attributives de compétences ont des limites aussi. Je vais tout de suite les dire, ça va évacuer le problème. Ces clauses attributives de compétences ne sont valables que entre professionnels. Donc si vous, en tant que professionnel, plus tard dans l'exercice de vos fonctions, vous faites un achat, alors que ce soit sur Internet ou en direct, hein, avec quelqu'un et que dans le contrat de vente, il y a une clause attributive de compétence, vous serez obligé de la respecter. Et vous ne pourrez pas saisir n'importe quel tribunal, vous serez obligé de saisir le tribunal qui est mentionné dans le contrat. Si toutefois, bien sûr, il y en a, hein, bien sûr. Donc, c'est pas valable entre professionnels, ça n'est valable que entre professionnels. À partir du moment où il y a un consommateur non professionnel, la loi protège toujours le consommateur et donc va lui permettre d'échapper à ce type de clause. De toute façon, ce type de clause est non applicable à partir du moment où on a un professionnel et un consommateur. Maintenant, avant vraiment d'arriver à la solution finale, regardons ce que les règles de droit commun disent. Le Code de procédure civile nous dit, voilà, quand il y a un litige entre deux personnes, c'est le tribunal du défendeur qui est compétent. Donc, ce sera toujours le tribunal de la partie qui est en défense. Donc, si moi j'attaque, si moi je désire saisir un tribunal, je suis le demandeur, l'autre partie sera le défendeur, et donc obligatoirement, je devrais saisir un tribunal du ressort de la ville du défendeur. Mais, en matière contractuelle, je peux aussi choisir le lieu de livraison du bien que j'ai acheté, ou de la réalisation de la prestation. Donc on voit ici déjà qu'on a une petite dérogation possible. La dérogation possible, c'est de dire, bah voilà, si la livraison, c'est à mon domicile, bah, il sera quand même plus facile pour moi de saisir un tribunal de Lille si j'habite à Lille, plutôt que d'aller à Marseille parce que le vendeur est à Marseille et que le vendeur est le défendeur. Donc là, on a plutôt voilà, une règle générale avec, encore une fois, une petite particularité en matière contractuelle. Encore plus, en matière
en matière donc, du consommateur, ici, on va voir qu'il y a une... Parce que ici, mon consommateur, il est pratiquement il est protégé, hein, puisque dans tous les cas, généralement, il va se faire livrer le bien à son domicile. Maintenant, regardons ce qui se passe en matière internationale. Et ici, on vous demande de regarder les choses sous deux angles et d'aborder deux problèmes. Un, le problème de la territorialité, c'est-à-dire est-ce que c'est un tribunal espagnol ou un tribunal français qui est compétent, ou est-ce qu'il peut exister un tribunal international? Et deux, quelle est la loi qui va régir le litige? Parce qu'on imagine très bien que la loi espagnole n'est peut-être pas la même que la loi française. Donc ici, comment on va choisir la loi qui va gérer le litige? Alors, est-ce que vous avez des idées d'abord? Alors, sur la compétence territoriale, d'abord, est-ce qu'on va devoir porter l'affaire devant un tribunal français, devant un tribunal international, devant un tribunal espagnol, belge, suisse, puisqu'ils sont neutres? Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Français, bah oui, 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 exactement, ça serait un tribunal français, puisque les règles que je vous ai données tout à l'heure en vous disant, voilà, si jamais on avait eu deux particuliers, là c'est compliqué, c'est un peu différent. Mais à partir du moment où on a un consommateur, le consommateur est plutôt protégé. D'accord. Et ici, il y a un règlement, d'accord, qu'on appelle le règlement Bruxelles et le règlement Rome, qui sont des règlements qui sont applicables à l'Europe. C'est-à-dire que tous les pays de l'UE, puisque les règles que je vous ai données tout à l'heure, qui sont semblables d'ailleurs aux règles définies par le Bruxelles 1 bis et Rome 2, ces règles-là sont en droit français, ne sont applicables que quand les parties sont françaises. Maintenant, je vous ai dit, quand il y a un élément d'extranéité, et ici un élément européen, c'est-à-dire qu'on a un vendeur espagnol ou italien ou belge et qu'on a un acheteur français, on ne peut pas dire que ce soit le droit français qui obligatoirement intervienne. Donc ici, il y a des règles internationales qui vont régir ce type de litige à partir du moment où il y a un élément d'extranéité, où il y a un élément étranger. Et ici, on voit bien qu'on a un vendeur espagnol et un acheteur français. Les règles françaises ont été reprises par ces règlements européens, d'accord, le règlement Bruxelles 1 bis et le règlement Rome 2, et font de la même protection du consommateur, c'est-à-dire que le consommateur, il est protégé. On va lui éviter d'aller saisir, en cas de litige, un tribunal espagnol, un tribunal italien ou encore un tribunal belge. D'accord. Donc ici, il s'appelle comment? Notre Maxime va pouvoir saisir un tribunal français. On va pouvoir saisir un tribunal français au lieu de saisir le tribunal du lieu du défendeur, hein. Même si, encore une fois, ici en matière contractuelle, on aurait pu saisir le tribunal du lieu de livraison du bien, et on pense bien que ce garçon étant français, le bien a été livré en France. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que le consommateur, sur les achats, alors sur les achats classiques, mais ici encore plus sur les achats sur Internet, le consommateur peut jouir d'un arsenal juridique très protecteur pour lui-même. Ce qui va lui permettre, notamment quand il a un litige avec un vendeur qui se trouverait dans un autre pays européen, de pouvoir attraire le vendeur devant un tribunal français, devant un tribunal du lieu de résidence du consommateur. Ici, en l'espèce, il est français. On a réglé le premier problème, c'est la territorialité du tribunal. Maintenant, on nous demande aussi quel droit va s'appliquer au règlement du litige. Alors, encore une fois, sur à peu près avec les mêmes arguments, on va pouvoir dire que le juge français, même si il aurait pu juger avec du droit espagnol, ça n'est pas incompatible. Un juge français peut juger une affaire avec du droit espagnol. Je vous donnerai une petite anecdote après. Et c'est ce qui aurait été le cas si on avait été en face de deux professionnels. Si on avait été en face, si on avait eu au niveau des parties au litige deux professionnels, c'est la loi
du vendeur qui permet de régler le litige. Alors, vous voyez, on aurait pu avoir un tribunal français qui juge avec le droit espagnol. Mais ici, au même titre que la compétence territoriale avait été attribuée à un tribunal français, sous couvert de la protection du consommateur, ça va être même application, même règle. Le consommateur va pouvoir demander à ce que le litige soit géré avec la loi française, puisqu'a priori, le consommateur, il va connaître un petit peu mieux le droit français, d'accord? Ou même, il va pouvoir s'attraire les services d'un avocat qui, quand même, devrait être un peu plus compétent en matière de droit français, d'accord? Donc ici, pour répondre à la première et à la deuxième question de cette étude de cas, on va se servir surtout d'un droit protecteur du consommateur et qui va lui permettre donc de saisir un tribunal français, mais aussi qui va lui permettre de saisir, de pouvoir demander à ce que son litige soit géré avec un tribunal, avec le droit français. La deuxième partie de la question, ici, porte sur, encore une fois, un remboursement qui serait demandé. Alors, on peut très bien appliquer exactement les mêmes règles que l'on a appliquées, notamment dans le premier cas, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de son droit à rétractation, puisque je vous rappelle que le litige est géré par le droit français, donc on peut très bien, puisque le droit de rétractation, hein, qui trouve son fondement dans l'article L221-18 du Code de la consommation, ici, il est encore une fois applicable. Mais nous, on va aller un peu plus loin, puisque ça va nous permettre aussi de se remémorer, notre théorie de la validité du contrat. Qui est-ce qui peut me donner les 3 conditions de la validité du contrat? Pour être valable, un contrat doit réunir cumulativement 3 conditions. Lesquelles, s'il vous plaît? Allez, allez, allez. Vous devez le savoir, ça. Le consentement, très bien. Libre et éclairé. Des deux, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire. La capacité de contracter, très bien. Bon, moi, je l'appelle les règles des 3 C, hein, si vous pouvez retenir ce petit non vicié, on parle toujours du consentement. Mais c'est ça, le consentement. Voilà. Et le contenu licite est certain. La licéité du contenu est importante aussi. Donc, ici, vous allez analyser le contrat en termes de validité. D'accord? Et on va se la jouer forme syllogisme, c'est-à-dire comment, à l'examen, il vous est demandé de répondre à une telle question. Je vous rappelle, je l'ai, je crois, dit plusieurs fois, mais je vais encore une fois vous le rappeler ici et vous en refaire encore une fois la démonstration. Vous devez faire votre raisonnement en 3 parties. Une première partie où vous allez dire votre cours, finalement. Dire ce que vous savez en théorie. Donc ici, on va ne citer que les règles de droit. Cette première partie, on l'appelle la majeure. Moi, je vous conseille, pour que votre correcteur distingue bien et puisse comprendre et voir que vous avez compris la méthode, parce que la méthode est demandée. La méthode est importante aussi. Elle peut vous amener des points, même si quelque part vous n'avez pas forcément eu le bon raisonnement. Elle peut vous amener des points. Il faut mettre le correcteur sur le chemin. Vous dire, regardez, j'ai pris le bon chemin. Bon, je me suis trompé à un moment donné, hein, mais en tout cas, j'étais sur la route. D'accord? Et cette méthode, c'est cette méthode en 3 parties, avec une première partie, le droit, où en général, on va dire, voilà, en droit, taglatata, vous allez donner votre cours, d'accord, ce que vous savez. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous conseille même de passer une ligne entre les 2 parties pour bien identifier les différentes parties. Vous allez dire, démontrer avec les faits que la règle de droit est applicable ou qu'elle n'est pas applicable. Et dans une 3e partie, encore une fois, avec une ligne de séparation, vous allez donner votre conclusion.
Donc, ici, si on devait le résoudre avec cette méthode-là, on commencerait comme cela, on dirait en droit. Pour qu'un contrat soit valable, il est nécessaire que 3 conditions cumulatives soient remplies. 1, il faut que le consentement soit libre et éclairé et exempt de tout vice. 2, il faut que les parties aient la capacité à contracter. 3, il faut que le contenu soit licite et certain. Voilà, vous avez dit ce que vous savez du droit. Vous pouvez même continuer, puisque clairement ici, vous allez vouloir amener votre correcteur sur un problème de vice du consentement. Alors, soit vous faites une partie pour évacuer ce qui ne vous intéresse pas et garder toujours et garder que la partie du vice du consentement, c'est ce que je vais faire ici, par exemple. Ici, rien ne me permet, donc je fais maintenant les faits, d'accord, pour dire par rapport à ma règle de droit comment je l'applique à mes faits. Donc je passe une ligne, d'accord, et je vais dire en l'espèce, ça veut dire ça, j'attaque les faits. En l'espèce, rien ne permet de douter de la capacité des parties à contracter, d'accord, et rien ne permet de douter de la licéité du contenu contractuel. Un livre, c'est pas interdit, hein, d'accord. Si on a un vendeur, on a un acheteur, bon, on ne connaît pas leurs conditions de majorité, etc. Mais de toute façon, ce n'est pas sur ce terrain-là, puisqu'on n'a aucun élément qui nous permet. Par conséquent, le contrat a un contenu licite, les parties ont la capacité à contracter. On va maintenant s'attacher plus en détail à la partie du consentement. Quand vous avez vu, là, j'ai fait une première partie du droit, j'ai donné des faits, et puis une conclusion qui me ramène sur du droit. Quels sont les vices du consentement que vous connaissez? Dites-moi. Le dol, très bien. Ensuite, il y en a 3. La violence, très bien. Et l'erreur, très bien. Parfait. Il faut connaître ça. Hein. Ça, malheureusement, c'est vraiment du cours à connaître par cœur. D'accord. Mais vous devez absolument connaître ces trois parties, ces 3 vices du consentement. Donc, vous pouvez les exposer. Hein. Le consentement peut être vicié de 3 façons différentes. Soit par la violence, qui est une contrainte physique ou morale, soit par l'erreur, qui est là une représentation inexacte de la vérité par l'une des parties, ou soit par le dol. On va un petit peu plus parce qu'on sait qu'on va aller sur le dol, donc on précise un peu plus notre pensée. Le dol étant caractérisé par une manœuvre qui tente à tromper l'autre partie sur une qualité essentielle du contenu contractuel et qui est une information importante pour l'autre partie. Voilà, on a dit ce qu'on savait de ce qu'était le dol, l'erreur et la violence. Maintenant, on va, dans les faits, en l'espèce, dire qu'on va réussir à caractériser qu'il y a un dol. Donc, en l'espèce, le vendeur a indiqué que le produit était neuf, ce qui s'avère ne pas être la réalité. Par conséquent, la manœuvre, le mensonge, est caractérisé. Il fait peu de doute que ce soit une étourderie. On peut imaginer aisément que le vendeur a intentionnellement indiqué que c'est un produit neuf. En outre, l'acheteur avait la volonté d'acquérir un produit neuf. Si ça avait été un produit d'occasion, il ne l'aurait certainement pas acheté, ou bien il l'aurait acheté à un prix beaucoup moins important, ce qui montre que cette information a été très importante pour lui, a été, comment dit-on déjà, déterminante de son consentement. Vous voyez, j'ai expliqué pourquoi je peux faire du dol. Par conséquent, tous les critères du dol sont caractérisés. Le contrat est donc nul sur le fondement du vice du consentement par le dol. Voilà, vous voyez tout mon raisonnement, comment je l'ai monté, avec à chaque fois, alors vous pouvez tout faire votre droit, y compris sur le dol dans une première partie, c'est pas trop un souci, hein, ça, d'accord. Moi, je l'ai fait plutôt en 2 parties, parce que là, j'ai voulu éliminer ce qui ne m'intéressait pas, d'accord, et garder uniquement ce qui m'intéressait.
où vous n'auriez pu évoquer que la partie du vice du consentement en évitant d'évoquer les problèmes de contenu contractuel ou de la capacité parce que vous n'allez pas vous y intéresser. Ça dépend du temps et surtout du nombre de points qui est attribué à la question. Mais dans tous les cas, il est super important de connaître son cours et avoir la capacité rédactionnelle de pouvoir prouver les faits dans l'espèce. Donc ici, par exemple, c'était un des terrains sur lequel on pouvait aller éventuellement pour se faire rembourser. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même aller un petit peu jusqu'au bout de notre démarche. Je vais continuer mon raisonnement syllogistique à chaque fois. En droit, un contrat pour lequel il y a un défaut de validité est un contrat nul. La nullité qui en est prononcée induit que le contrat n'a jamais existé. Le juge saisi d'une nullité remettra les parties telles qu'ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, par le jeu des restitutions. En l'espèce, le contrat étant nul, il s'appelle comment lui Maxime devra renvoyer le livre au vendeur et le vendeur devra procéder au remboursement du livre. Voilà encore une fois comment j'ai résolu ma petite affaire, en disant que voilà, contrat nul, donc contrat inexistant, donc restitution. Est-il possible pour Maxime de demander des dommages et intérêts? Alors, Isabelle me dit oui. On va aller un petit peu plus loin, Isabelle, si vous voulez bien. Pourquoi? Comment? Ah, Rosie me dit qu'il n'y a pas de préjudice, donc ce qui voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un préjudice, par déduction. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, on verra s'il n'y a pas de préjudice, mais je suis d'accord sur la nécessité de. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je disais, on verra après s'il y a un préjudice, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un préjudice. On verra si on arrive à le caractériser. D'accord? Ensuite, pour obtenir des dommages et intérêts, il faut un fondement juridique, il faut quelque chose. Qu'est-ce que vous allez engager là? Tromperie, le dol. D'accord? Donc le dol est une faute, effectivement. Qui va entraîner quoi? Je veux un terme, en fait. Je veux votre fondement juridique. Qu'est-ce que ça va entraîner? Si on me condamne à verser des dommages et intérêts, c'est parce que je suis. Si on me condamne à payer des dommages et intérêts, c'est parce que je suis responsable. On est d'accord? C'est sur le fondement de la responsabilité civile qu'éventuellement on va pouvoir aller demander des dommages et intérêts. Ici, et j'aurais voulu vous amener vers ça, est-ce qu'on va agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle, sur laquelle des deux responsabilités vous allez agir? Je rappelle qu'elles ne peuvent pas se cumuler. Contractuelle. Ok, Lucie. Lucie, juste avant, on a fait quoi? On a démonté quoi? On l'a taillé en pièces, ce contrat, juste avant. Il n'existe pas. Si, voilà, d'accord. Alors, c'est bien que vous fassiez l'erreur, parce que justement, je veux que vous fassiez l'erreur pour que vous compreniez bien la nuance. On ne peut agir, bien sûr, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle que s'il existe un contrat. Si je viens de démonter le contrat, que je viens de le tailler en place, c'est la 7e du cours, je suis fait. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Je préfère que vous répondiez et que vous fassiez des erreurs plutôt que je fasse le cours tout seul. C'est vraiment. J'y tiens absolument. Et les erreurs, vaut mieux les faire maintenant que le jour de l'examen. Ici, donc, comme je viens de tailler mon contrat en pièces, il n'existe pas. D'accord? Et la nullité, au contraire de la résolution,
Ce n'est pas du tout la même chose. La résolution, c'est on arrête le contrat, c'est tout. Mais il a bien existé. Il peut encore avoir des effets. D'accord. Ici, le contrat, je l'ai mis à plat, je l'ai dézingué. Il n'existe pas ce contrat. Donc, difficile d'aller sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Donc, ça ne sera pas sur le terrain de la responsabilité contractuelle. On va pouvoir aller sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Ou bien encore, on l'appelle aussi extra-contractuelle. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, il va falloir démontrer 3 choses. Lesquelles? Vous m'en avez déjà donné une, le préjudice. D'accord. Il me manque encore les 2 autres. Un lien de causalité, tout à fait. Entre quoi? Entre le préjudice et la faute. Très bien. Donc, 3 choses. Alors, faute ou fait générateur, hein, puisqu'aujourd'hui, la faute, elle s'entend vraiment au sens très large. Il y a eu vraiment une évolution vers l'objectivation de la faute, j'arriverai à le dire. Moi aussi, je commence à être fatigué. C'est-à-dire qu'un seul fait peut être considéré comme un seul fait générateur d'un préjudice est considéré comme une faute, même s'il n'y a pas ce caractère intentionnel qui était la différence entre le délictuel et le quasi-délictuel. Aujourd'hui, ça n'existe plus, cette différence-là. Bon. Donc, cette responsabilité civile délictuelle va pouvoir être engagée si on arrive à démontrer qu'il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité entre, bien sûr, le préjudice et la faute. Ici, si je devais faire ma réponse avec la méthode syllogisme, je commencerai par expliquer tout ce que je viens de vous dire, d'accord? En droit, on peut engager la responsabilité civile délictuelle de quelqu'un si on arrive à démontrer l'existence d'une faute ou d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Voilà, vous avez donné votre droit. Passez une ligne en l'espèce. La faute réside dans le dol. Le dol qui a été reconnu, que l'on a démontré précédemment, c'est la faute. Donc la faute est caractérisée. Le préjudice, il appartiendra donc à Maxime, qui a, on peut s'en douter, subi un préjudice moral. D'accord. Il était tout content de recevoir un bouquin et que finalement, ce bouquin, il ne l'aura jamais, quoi. Hein, d'accord. On peut imaginer un préjudice moral. Alors même si concrètement, dans les faits, il sera compliqué de pouvoir le chiffrer et de pouvoir aller jusque devant une juridiction pour un montant qui sera, somme toute, ici relativement dérisoire. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est de la technique. D'accord. Donc le préjudice qui sera assurément moral, il peut aussi peut-être alléguer d'un préjudice financier, puisqu'il aura des frais de retour du livre, peut-être. D'accord. Et ensuite, le lien de causalité, il découle de la faute. Hein. S'il n'y avait pas eu le dol, notre cher Maxime n'aurait pas acquis un livre qui lui a provoqué une telle déception. Par conséquent, les 3, faites votre conclusion maintenant, les 3 éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité délictuelle sont réunis. Maxime pourra obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du vendeur. Donc, ici, on a été un peu plus loin, bien sûr, que ce qui était demandé dans l'exercice. C'était vraiment pour vous remettre en tête aussi un certain nombre de fondements. Et en matière contractuelle, les contrats sur Internet répondent aussi aux mêmes exigences que les contrats qui ont été conclus de gré à gré, hein, de personne à personne. D'accord. Et en plus, il y a un droit spécial, c'est celui voilà, de toute la procédure qu'on a pu expliquer précédemment, mais c'est aussi celui du recueil du consentement, de l'information, des éléments que l'on va pouvoir conserver, comme l'adresse mail je vous rappelle, hein, on fait quand même suite au chapitre du RGPD. Donc ici, il faudra aussi, bien sûr, que le vendeur satisfasse à toutes les dispositions du RGPD, puisque c'est un règlement européen qui s'applique à toutes les entreprises qui ont une activité
sur le territoire de l'Union européenne. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Allez-y, je vous écoute, mademoiselle. Par rapport au fait de différencier le fait et un acte, c'est bien en termes de preuves qu'on va parler, qu'on va différencier les autres, enfin les deux, mais pas dans le cours sur le contrat en fait. Alors, dans tout le droit que vous allez pouvoir voir, d'accord, euh, la preuve, à part quand on a discuté notamment de la loyauté de la preuve pour les gens qui avaient été filmés, etc., hein, mais a priori, nous, on ne s'occupe pas trop de la problématique de preuve. La différence, il n'y a pas de différence d'ailleurs, parce que je pense que votre question, elle porte sur, voilà, si j'ai un écrit, bah, j'ai une preuve, si c'est un fait, ça va être un petit peu plus compliqué à prouver, d'accord? Si ici, bah, clairement, on peut plus facilement prouver la problématique parce qu'on a une annonce avec un livre qui est neuf, alors que très concrètement, le livre qui est livré n'est pas neuf. D'accord. Donc c'est un petit peu plus facile à prouver. D'accord. Mais on a. Non, c'était plus moi je différenciais le fait et l'acte plus en parce que quand je fais un acte, j'ai été amenée à contracter et donc j'ai acté avant de commettre mon erreur ou ma faute, enfin mon erreur où j'ai menti. Or que quand j'ai fauté, enfin j'ai fait un fait, j'ai pas forcément eu de contrat au préalable que j'ai signé, etc. Enfin c'était plus prendre du Ouais, temps. alors la différenciation entre l'acte juridique et le fait juridique, ici, elle se fait plutôt en matière de responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle. D'accord. Effectivement, s'il y a un acte juridique, on sera plutôt sur la responsabilité contractuelle. Voilà, moi, où je ferai une différence, mais à votre niveau, pas très utile de faire la différence. J'ai répondu à votre question? Oui, oui, exactement. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Personne? Non? Alors très bien, ça va terminer notre séance d'aujourd'hui. Je vais vous demander de commencer à travailler. Il faut le faire, hein, d'accord? Vous allez commencer à travailler la séance sur le contrat de travail, d'accord? Je l'avais prévu la semaine dernière, mais comme il y a eu des vacances, etc., on n'a pas pu forcément commencer dans l'ordre que je voulais, mais c'est pas grave. Donc à partir de la séance prochaine, alors on aura au moins 2, voire 3 séances à faire sur le contrat de travail. C'est quelque chose qui est un peu plus péchu, d'accord, où il y a un peu plus de choses à savoir. Et on verra bah, à travers tous les cas pratiques que je pense que c'est vraiment la technique du cas pratique qu'il va falloir mettre en œuvre de façon à pouvoir éventuellement bah, voilà, répondre lors de l'examen à une situation qui ferait appel à du droit social. D'accord. Donc pour la prochaine fois, vous commencez le TD et vous voyez le chapitre sur le contrat de travail. En général, on verra les différentes clauses, on expliquera ce que c'est, je répondrai à toutes vos questions, mais il est impératif que vous ayez vu le chapitre avant. C'est bon pour tout le monde? Ok, bah écoutez, si c'est bon, avec 2-3 minutes d'avance, je vais vous quitter et puis on se retrouve lors de notre prochaine séance. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tout le monde.